Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de notre exploration du domaine géométrique. Voilà, géométrie pour les nuls, quatrième partie. Nous allons donc aujourd'hui enfin évoquer les grands théorèmes classiques de Thalès, Pythagore, etc. Ok, les choses qui, voilà, les résultats les plus importants à connaître, même si on a vu dans les chapitres précédents qu'on peut faire des exercices déjà assez intéressants sans avoir tout ça. Ok, donc on va attaquer directement avec le théorème de Pythagore. Donc considérons un petit triangle rectangle, là, de côté, de longueur A, B et C. Ok, et donc je vais prendre mon petit triangle, je vais en faire une copie, je vais la tourner à 90 degrés et la poser à côté, comme ça. Et puis je recommence 4 fois, pour obtenir cette petite figure. Donc voilà, j'obtiens 4 triangles rectangles identiques au précédent, et un carré bleu qui surgit. Notez que la figure que j'obtiens est donc un grand carré. Et donc je peux calculer l'aire de ce grand carré de deux façons différentes. D'une part, comme le côté du grand carré est égal à a plus b, eh bien son aire est égale à a plus b fois a plus b au carré. Mais je peux aussi la calculer en faisant la somme du carré du côté bleu, qui est égal à c au carré, plus la somme des aires des 4 côtés roses, d'accord? Or, si je prends celui-là plus celui-là, vous voyez, c'est facile de voir que j'obtiens le rectangle de côté petit a et petit b. Donc celui-là plus celui-là, ça fait AB. De même, celui-là plus celui-là, ça fait AB. Et donc finalement, le rose, ça fait 2AB. Le bleu, ça fait C au carré. Et donc A plus B au carré doit être égal à 2AB plus C au carré. Or, vous connaissez sans doute l'identité remarquable. Sinon, eh bien, si vous l'avez oublié, rappelez-vous que si on développe A plus B fois A plus B, ça fait A fois A plus A fois B plus B fois A plus B fois B. Donc ça fait A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc ça, c'est A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc je simplifie 2AB de chaque côté, j'obtiens que A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Voilà le théorème de Pythagore qui nous dit que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, des deux côtés perpendiculaires, est égale au carré du troisième côté qu'on appelle l'hypoténuse. Donc la somme des carrés des deux côtés perpendiculaires est égale au carré de l'hypoténuse. Théorème de Pythagore dont on vient de prouver la véracité. Incroyable. Et donc, ce qui est rigolo dans le théorème de Pythagore, c'est que c'est une caractérisation, c'est-à-dire qu'on peut faire l'application réciproque, l'implication réciproque, dans un triangle, si la somme, un triangle quelconque a priori, si je vois que la somme des carrés de deux côtés est égale au carré du troisième côté, alors c'est que les deux premiers côtés étaient perpendiculaires. Il n'y a pas le choix. Donc c'était un triangle rectangle. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est le théorème de Thalès, et ça c'est la réciproque du théorème de Thalès. Il peut être pas mal quand on utilise la réciproque de citer dans sa copie d'après la réciproque du théorème de Thalès. Moi personnellement quand je corrigeais, le mec il disait que c'était grâce à Thalès et il utilisait ça, ça m'allait. Mais j'ai vu des correcteurs du concours de CRPE un peu plus tatillons qui aimaient bien qu'on fasse la distinction entre les deux. Donc dans le doute, bon. Alors une deuxième preuve visuelle pour essayer de se rappeler de ce truc-là. Donc on va essayer de voir, on va essayer de visualiser de façon géométrique en utilisant des choses qu'on a déjà vues, que la surface du carré, enfin l'aire du carré rouge, la mesure de sa surface plus l'aire du carré bleu, est égale à l'aire du carré vert. Ok, puisque ça signifie bien l'aire du carré rouge, c'est bien ce côté au carré, l'aire du carré bleu, c'est ce côté au carré, et bien l'aire du carré vert, c'est celui-là au carré, et donc ce que dit le théorème de Pythagore, c'est que la quantité de peinture rouge plus la quantité de peinture bleue, c'est égal à la quantité de peinture verte. Ce qui n'est pas si évident comme ça à l'œil. Mais j'ai trouvé sur internet une petite animation qui va permettre normalement de voir que si ça fait pareil à l'œil. Alors, on part de la moitié du carré bleu et de la moitié du carré rouge qui sont donc représentés ici en bleu. Vous voyez, la moitié de chacun des deux carrés. Et alors, on va faire des opérations. La première opération consiste, vous vous rappelez, quand j'avais un triangle, si je ne bouge pas la base et que je bouge le sommet opposé sur une droite parallèle à la base, la surface ne change pas. Donc là, mes triangles, on commence par leur faire cette opération-là. Regardez bien, là, celui-là, je fais bouger le sommet sur une droite parallèle à ça. Et là, de nouveau, ce sommet-là, vous voyez, je le fais bouger sur cette droite-là, qui est bien parallèle à la base. Ok ? Donc, vous voyez, hop, ça ne change pas la surface du triangle. Ok ? La première étape, à chaque fois, vous voyez là, hop, ça ne change pas la surface de mon triangle. Ensuite, je les fais tourner. Bon, faire tourner un triangle, ça ne change pas sa surface. Vous voyez, cette étape-là, ça ne change pas la surface. Ok, donc là, de nouveau, vous voyez, hop, là, je le fais tourner, ça ne change pas. Et la dernière étape, regardez bien, ça consiste de nouveau à faire bouger un sommet sur une droite parallèle à la base.
Ok. Donc là, je fais tourner. Hop, je fais sur une droite parallèle à la base. Donc, ça ne change pas la surface non plus. Donc, la première étape, la deuxième et la troisième ne changent pas la surface de mes triangles. Donc, mes triangles, là, toutes les étapes, les triangles ont toujours la même aire, la même superficie. Ok. Donc, voilà. Donc, ce que j'obtiens au début, c'était la moitié du rouge plus la moitié du bleu. Et ce que j'obtiens à la fin, vous voyez bien que c'est la moitié du grand carré, puisque c'est la moitié des deux rectangles. Hein, on coupe le carré en deux rectangles. Celui-là, c'est la moitié de ce rectangle. Et le deuxième triangle, là, c'est la moitié de l'autre rectangle. Donc, la somme des deux fait bien la moitié du carré aussi. OK? Donc, incroyable, vous voyez, juste en utilisant cette fameuse règle-là qui dit que quand on fait bouger le sommet sur une droite parallèle à la base, ça ne change pas la surface. Et que quand on tourne un triangle, ça ne change pas sa surface non plus, bon ça d'accord, eh bien on arrive à prouver ce théorème. Ok? Alors des preuves de Pythagore, il y en a 150, hein, mais voilà, j'en ai mis deux, une plus visuelle et une plus le calcul, mais il y en a plein. Ok, alors on va faire une petite parenthèse numérique. On est en géométrie normalement, mais ouais, mais ça peut être pas mal. Donc si vous avez un triangle rectangle de côté 3 et 4, combien mesure le troisième côté? Et non, la réponse n'est pas 7. Comment? J'entends pas. Ah non, je fais super bien l'interaction avec les élèves qui ne sont pas là. Bref, donc vous jouez le jeu, hein, d'accord? Chez vous, vous répondez aux questions, parce que sinon, j'ai l'air d'un con. Ok, donc là, vous avez trouvé que c'était 3 au carré plus 4 au carré, la somme des carrés, donc 9 et 16, 25. Et donc 25, c'est le carré de la longueur qui doit être là, et donc cette longueur-là, c'est 5. Ok? Donc voilà, félicitations. Hein. Le triangle de côté 3, 4, 5 qui faisait un angle droit, c'était déjà connu du temps des Égyptiens, qui avaient une corde à 13 nœuds comme ça, et donc il laissait 3 intervalles d'un côté, 4 de l'autre, il en restait 5, et en tendant bien, il pouvait faire des angles droits. Vous voyez? Ok. Bon, alors maintenant, vous avez compris, fantastique. Que fait la longueur que mesure la longueur de celui-là? De celui-là. Allez au boulot. Donc, bon, vous avez compris maintenant, hein, on fait le carré de ce côté, 9. Le carré de celui-là, 4. 9 et 4, 13. Et donc là, le nombre qui est là, au carré, il vaut 13. Quel est ce nombre? Et là, 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16. Il n'y a pas de nombre au carré qui font 13. Alors, il n'y a pas que des nombres entiers sur Terre, mais il y a un nombre, mais on ne sait pas combien il vaut, mais il doit bien y avoir entre 3 et 4. Vous voyez, par exemple, 3,5 fois 3,5, ça fait 12, 25. On n'est pas très loin de 13, donc c'est à peine plus grand que 3,5, mais bien un nombre qui existe. On peut peut-être calculer, approximer comme ça, en faisant des carrés, c'est décimal, mais c'est qu'on ne connaît pas. Les mathématiciens ont trouvé une astuce. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Hein, quel est le nombre qui au carré vaut 13? On lui a donné un nom. On l'a appelé racine de 13. Vous voyez? Alors, me dire, attendez, si je réfléchis bien quand même, des nombres qui au carré font 4, il y en a 2. Il y a 2 et il y a moins 2. Et comme je veux une longueur, moi je veux le positif. Donc on a pris racine de 13, c'est le nombre positif qui au carré vaut 13. C'est quoi du coup l'autre? L'autre c'est moins racine de 13. Parce que les deux nombres ils sont opposés. Vous voyez, c'est 2 et moins 2 qui au carré font 4. Hein. Si un nombre qui au carré fait quelque chose, son opposé aussi. Donc c'est logique de dire le positif c'est racine de 13 et le négatif c'est moins racine de 13. Vous imaginez si c'était l'inverse? Non, ce serait pas très logique. Hein. Donc, non, parce qu'il y en a qui oublient. Des fois, j'ai déjà vu dans des étudiants préparer le CAPES, dire racine de 9, c'est 3 ou moins 3. On ne sait pas trop, c'est au choix. Ah non, non, racine de 9, c'est 3. Et moins racine de 9, c'est moins 3. Ouais. Ok. Bon, bref, donc, là, comme c'est des longueurs, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'on appelle racine de 13. Vous voyez comment on se facilite la vie? On pourrait dire, oh là, c'est compliqué, les racines, ne comprend rien. C'est fait pour nous simplifier la vie. Comment on pouvait écrire ce truc sinon? On ne sait pas. On sait juste que c'est un nombre que quand on le met au carré, ça fait 13. Et ben voilà. Ce signe-là, ça veut dire que quand tu le mets au carré, ça fait 13. Hop, racine de 13. Cool. Parce que ça pouvait toujours être comme ça, vous voyez. Hein, y a des fois où les maths disent, oh, ça a l'air très compliqué. Non. Vraiment, c'est fait pour simplifier la vie, quoi. On ne savait pas comment écrire ces longueurs, comment faire des calculs avec et tout. Ping, voilà. Donc pareil, si je prends un côté 1, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Racine de 2. Alors je sais que dans ce public-là, là, j'ai des gens qui ne sont pas des matheux. D'accord? Et c'est très bien, parce que si j'expliquais des choses à des gens qui connaissent déjà, je ne vois pas l'intérêt. Et donc vous ne savez pas, peut-être pas, mais j'ai une petite anecdote assez rigolote sur racine de 2, et c'est... Peut-être vous allez vous en foutre, mais c'est relativement incroyable. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé, qui d'ailleurs a beaucoup perturbé Pythagore en son temps.
c'est que cette longueur-là, voilà, on voit bien qu'au carré elle vaut 2. Hein. Alors, on pouvait même le voir avant Pythagore, même avant le théorème de Pythagore, parce que, vous voyez, si on recopie, comme j'ai fait la même figure que j'ai fait au début, hein, on recopie, on fait un grand carré de côté 2. Imaginez là, il y a un grand carré où j'ai recopié mes 4 petits triangles là, dans les 4 coins. Donc un grand carré de côté 2, où j'ai coupé en 4 petits carrés de côté 1, et puis chacun j'ai coupé en 2 en prenant des diagonales comme ça. Okay, et ben on voit bien que l'aire, la somme des 4 aires, là, ça fait bien la moitié. Hein, c'est la moitié de chaque. Et donc comme l'aire du tout, 2 par 2, ça faisait 4, le carré qui reste blanc au milieu, on voit bien que son aire, c'est 2. Et donc il faut bien que son côté au carré soit égal à 2, vous voyez. Donc les gens avaient compris qu'il y avait des nombres qui au carré valaient 2, des longueurs qu'on pouvait faire, on peut tracer très facilement, dont le côté fait 2. Okay, et la question c'était qu'est-ce qu'elle vaut cette longueur en vrai? À l'époque où on pensait que on prenait une unité et qu'en la coupant en morceaux suffisamment petits et en recollant autant de morceaux qu'on veut, on pouvait faire toutes les longueurs. Donc en combien il faut couper notre unité et combien de morceaux il faut coller pour trouver ce fameux racine de 2 là, cette fameuse longueur là? Eh bien figurez-vous qu'on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de fraction, c'est pas, vous voyez, je ne peux pas couper mon unité même en des milliards de milliards, parce qu'en maths, on peut couper autant qu'on veut. C'est pas comme dans la vraie vie, quand on arrive au niveau de l'atome, ça devient compliqué. Non, non, en maths, on peut encore couper un atome en des milliards de milliards, il n'y a pas de problème, rien. Nous, une longueur, on peut la couper tout le temps, autant qu'on veut. Donc, vous voyez, on a une précision qu'on veut, quoi. Hein. Des milliards de décimales après la virgule, c'est pas un problème. Et on en recolle autant qu'on veut. On fait une fraction, un nombre sur un nombre. Eh bien, on ne peut pas faire cette longueur-là. Cette longueur-là n'est pas accessible en prenant à partir de l'unité, à partir du 1, en le coupant en autant de morceaux qu'on veut et en recollant autant de morceaux qu'on veut, on ne peut pas faire exactement racine de 2. Et ça perturbait beaucoup nos amis grecs anciens. Parce que pour eux, ils n'avaient pas conscience qu'il pouvait exister des longueurs autres que des fractions. Vous voyez? Bref, voilà, petite parenthèse en plus. Mais en plus, ces nombres-là sont dingues pour ça. Ouais. Ok. Alors, maintenant, si je prends côté 1 et 2, par exemple, j'obtiens aussi racine de 5. Et donc, je peux construire comme ça des racines. Ouais, et donc, calculer sans calculatrice, il y a des méthodes, comme une division posée et tout ça, mais sont un peu compliquées. Par contre, tracer la longueur que ça fait, vous voyez, c'est pas bien dur. Alors, on va voir si vous avez compris comment vous pouvez me faire un segment de trace qui mesure racine de 17. Allez, vous mettez sur pause, vous le faites. Hop. Donc, je présume que vous l'avez fait, et vous vous êtes dit, 17, il faut que je coupe ça comme une somme de 2 nombres au carré, et donc 16 plus 1, ça a l'air pas mal, et donc ça fait un côté 1, un côté 4, 4 au carré 16 plus 1, ok, 17. Très bien, félicitations. Alors maintenant, deuxième exercice, pareil, je voudrais que vous construisiez un segment qui mesure racine de 3. Allez, pause, et c'est parti. Alors là, c'est plus dur un petit peu. Hein. Donc là, si vous n'avez pas cherché, il est encore temps, dépêchez-vous. Comment on peut faire ça? Il faut 2 nombres qui au carré fassent 3. Un nombre au carré, 1, puis après ça fait 4. Hein. Et les entiers au carré, c'est 1 et 4. Alors, je ne peux pas réussir à faire 3. Il faudrait que j'ai un nombre qui au carré fait 1, plus un nombre qui au carré fait 2. N'ai-je pas une longueur ici qui au carré fait 2? Donc, première étape, je trace ma longueur racine de 2, qui au carré fait 2. Je prends un segment perpendiculaire à ce segment. On a appris à construire ce genre de segment dans la première vidéo. Hein, de longueur 1. Et là, oh miracle, cette longueur-là, c'est racine de 3. Et donc, vous voyez, si j'ai racine de 17, je peux faire racine de 18 par la même technique. Ça fera, si un nombre qui au carré fait 17, j'ajoute 1, ça fera racine de 18. Et donc, on peut itérer ce processus-là. Donc, si je prends, vous voyez, d'abord 1, racine de 2, eh bien, je peux faire racine de 3, comme on vient de le voir. Racine de 4, bon, c'était 2. Mais ok, racine de 5, racine de 6, racine de 7, racine de 8, racine de 9, racine de 10, racine de 11, racine de 12, racine de 13, racine de 14, racine de 15, racine de 16, ça fait 4. Vous pouvez vérifier que cette longueur-là, c'est 4 fois la longueur du premier segment qui était là. Incroyable, non? Ça s'appelle l'escargot de Pythagore et c'est beau. Et il y a des affiches représentant ça dans, je pense, une proportion non négligeable de classes de collège. D'accord? Il y a presque toutes les classes où il y a des salles de maths, parce que si les profs changent tout le temps de salle, évidemment c'est plus dur, mais quand le prof a sa salle, il y a souvent ça quelque part au mur. Ok? Parce que c'est beau quand même. Vous trouvez pas? Bref. Sur ce, voilà. Donc on peut construire n'importe quelle racine de n'importe quel nombre, vous voyez, avec la règle et le compas. Ça va peut-être être long. Alors, si je veux faire, je sais pas, moi, racine de 26, je commence direct à tracer 5. Hein. Ça fait racine de 25 et hop, je ne fais qu'une fois. Hein. Je ne fais pas tout du début à chaque fois. Hein. Ok, bon, bref.
Alors, le théorème du parallélogramme maintenant. Vous allez voir, c'est un petit théorème très rigolo. Donc, si je prends d'abord un rectangle, qui est un parallélogramme, enfin, bon, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, je sais que j'ai deux triangles rectangles. Hein, voilà, c'est ok. Un rectangle, c'est deux triangles rectangles, ou un triangle rectangle, c'est un demi-rectangle. Et donc, d'après Pythagore, la longueur de la diagonale au carré est égale à la somme des carrés des côtés. Ok. Bon, maintenant, l'autre diagonale, là, bah, elle est égale à la première. Donc, la deuxième diagonale au carré, c'est bien aussi égal à la somme des carrés des deux côtés qui sont là et là. Et donc, au final, dans un rectangle, la somme des carrés des deux diagonales est égale à la somme des carrés des quatre côtés. Vous voyez? Et ce qui est marrant, c'est que pour Pythagore, il est essentiel que le triangle soit rectangle, sinon ça ne marche pas. Et bien ça, s'il n'y a plus d'angle droit, ça marche encore. Dans un parallélogramme, d'où le nom, théorème du parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre côtés. Ok, je vous ai fait un petit dessin pour illustrer ça. Je ne sais pas si ça illustre vraiment, mais vous voyez, la somme des carrés des quatre côtés, donc c'est la somme des quatre carrés roses. Et bien c'est pareil que le carré de la diagonale, là, le carré jaune, plus le carré de l'autre diagonale, le carré vert. Le vert plus le jaune, bon ça se chevauche, ça ne se voit pas bien, hein, c'est égal à la somme des quatre roses. Et ça, il n'y a plus besoin d'angle droit. Il faut encore que ce soit un parallélogramme, les côtés opposés parallèles et tout ça, tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Hein. Mais si on a un parallélogramme, on a encore cette propriété-là. C'est chouette, non? Un autre truc marrant, c'est que ça, c'est pas du tout le programme de collège. On voit ça en L2 de mathématiques. Et souvent, quand dans le chapitre sur l'espace euclidien, il y a une formule un peu étrange, la norme de x plus y au carré plus norme de x moins y au carré égale 2 fois norme de x plus norme de au carré plus norme de y au carré, on ne voit pas forcément que c'est ça. Ça s'appelle théorème du parallélogramme. Souvent, les étudiants ne voient pas du tout le rapport avec un parallélogramme, avec la géométrie. Mais en fait, c'est ça qu'on démontre. Et voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en gros, bah, ça ne marche plus parce que ce n'est pas un angle droit d'un sens, mais tout ce qu'on gagne d'un côté, on l'enlève de l'autre, en fait. Vous voyez? Juste ça au carré plus ça au carré, ce n'est pas la diagonale au carré. D'accord? Et puis, voilà, ça au carré plus ça au carré, ce n'est pas l'autre diagonale au carré. Mais ce qui manque d'un côté, on le rajoute de l'autre. Et voilà, la somme des 4 carrés, ça fait la somme des deux diagonales au carré. Bref, moi, je trouve ça marrant. Honnêtement, ce n'est pas au programme du CRPE. Mais ça... Moi, voilà, je voulais juste vous dire ce petit théorème parce que je le trouve rigolo. Il est compréhensible par un élève de collège. Et puis, voilà. Bon, bref. Allez, on y va. On va raconter l'histoire de Thalès. Pour bien comprendre son théorème, eh bien, je pense qu'il est bien de faire un petit historique. Donc, M. Thalès, il a fait plein de choses dans sa vie. D'accord? C'était un scientifique de génie. Juste une petite digression. Par exemple, c'est un des premiers, ou je ne sais pas, c'est le premier, qui a compris que l'année durait 365 jours, un quart. Dire, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu savoir? Moi j'étais là, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu savoir qu'une année, un tour autour du soleil, ça durait 365 jours, un quart? En fait, il regardait chaque jour, à midi, quand le soleil est le plus haut dans le ciel, donc ce qui est midi, d'accord? À quelle hauteur il allait? Et il s'est rendu compte que, bah, oui, l'été il va plus haut, l'hiver il va plus bas, que l'été il va, donc il y a un cycle, ok? Et il a compté les jours à partir duquel ça se reproduisait, donc il a trouvé. Mais comment il a pu trouver 365 jours, un quart? C'est ça que je ne comprenais pas, moi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il compte, et là, c'est le maximum, et quand il compte les jours, donc il faut être patient, 365 jours après, ah, c'est de nouveau le maximum, et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, tiens, je vais vérifier. 365 jours après, ah, c'est de nouveau le maximum, ok. 365 jours après, ah, c'est de nouveau le maximum, ok. Et là, 365 jours après, c'est plus le maximum. Bah ça alors, il faut attendre le lendemain, 366 jours pour que ce soit le maximum. Incroyable, hein? Et de nouveau, ça recommence 365. Et donc, c'est comme ça qu'il a compris qu'il fallait rajouter un jour tous les 4 jours, d'où nos années bissextiles, pour que ça tombe toujours le 21 juin. D'accord? Hein, pour que le solstice d'été tombe toujours le 21 juin, on rajoute un jour. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. Incroyable. Bon, enfin bref. Ok. Donc voilà. Alors, c'est pas exactement un quart. Hein. Tous les siècles, il faut enlever un jour tous les 400 ans. Enfin bref, mais bon. Je ne rentre pas dans les détails après qu'il ne pouvait pas avoir du temps de survivre. Hein. Ok. Voilà, il a fait plein d'autres trucs. Hein. Il supposait par exemple que les petites étoiles, c'était du feu. Qu'il y avait une espèce de grande toile sombre autour de la Terre qui était percée par-ci par-là et qu'on voyait le feu environnant à travers des petits trous. Vous voyez, voilà. Merde, c'est complètement con. Bah, sauf que non, parce que c'était une explication entre guillemets pseudo-scientifique. C'est-à-dire que c'était un des premiers qui, ce qu'on voyait dans le ciel, il disait pas ouais, c'est Vénus, c'est Jupiter, c'est les dieux qui pleurent, qui font tout machin. Voilà. Non, juste, c'est comme ça. Il y a un univers et voilà.
on le perçoit. Donc, mine de rien, c'était une avancée scientifique, quoi. Juste dire, même si elle est complètement fausse, mais de juste dire, ne pas invoquer des dieux ou des divinités pour expliquer ce qu'on voit, c'était déjà, voilà, il était dans la démarche scientifique, quoi, déjà. Bref, beaucoup d'admiration pour Thalès. Et donc, il est allé se promener à plein d'endroits, et notamment, à un moment, il est arrivé donc, près des pyramides. Se dire, ah, à l'époque, elles devaient être belles. Alors non, elles étaient comme maintenant, parce que déjà, à l'époque, elles avaient 3000 ans d'âge. Hein. D'accord, les pyramides. Hein. Ou 2500 ans d'âge. Enfin bref, donc voilà. Il était presque plus proche de nous que de la construction des pyramides, hein, Thalès. Hein. Non, on ne se rend pas compte à quel point c'est vieux, les pyramides. Bon, bref. Et donc voilà, donc il est arrivé, ces pyramides, et puis il s'est dit, tiens, mais comment ça mesure ce truc-là? Bonne question. Bon, on ne peut pas creuser, on n'a pas de GPS, je veux dire, on n'a pas de truc. Ok, donc voilà, on n'a pas de. Comment on peut faire hein, pour savoir combien ça mesure? Alors, vous pouvez me dire, ben, c'est tout bête, on prend une corde, là, on la tend au sommet, chut, hop, on la fait pendre, là, et on mesure combien ça mesure de là à là. Ok, comme on connaît la longueur, la moitié de la longueur du côté, eh ben, d'après le théorème de Pythagore, ça au carré, c'est égal à ça au carré plus ça au carré, donc je peux en déduire ce côté qui est inconnu, puisque je peux mesurer la moitié de la longueur de la pyramide ici, et puis je peux mesurer cette longueur-là en montant en haut. Ok, c'est un peu dangereux, mais enfin bon, le faites pas d'ailleurs, hein, c'est interdit, hein, mais c'est parce que c'est hyper facile de monter, et pourquoi c'est interdit? Parce que c'est super dur de descendre. Donc, bon, bref. Donc, voilà. Et donc, voilà. Sauf que, il y a un tout petit détail. C'est que Pythagore, il n'était pas né. Donc, il n'a pas fait son théorème. Donc, Thalès ne connaissait pas le théorème de Pythagore. Ok, il aurait pu l'inventer, bah, il ne peut pas tout faire. Donc là, sa question, c'est je ne connais pas le théorème de Pythagore, je ne connais pas cette idée, je ne sais pas que si je fais un triangle rectangle, il y a des relations entre les longueurs, donc comment je fais pour trouver l'aire de la pyramide? Ok. Il s'est creusé le ciboulot et il a trouvé une idée. Il s'est dit, tiens, si je plante un bâton dans le sol, je mesure exactement la taille de mon bâton, je mesure la taille de l'ombre, et bien, quand la taille de l'ombre de mon bâton est égale à la taille de mon bâton, la taille de l'ombre de la pyramide doit être égale à la hauteur de la pyramide. Ce qui est vrai, hein, parce que le soleil est tellement loin que les rayons sont quasiment parallèles, donc c'est imperceptible la différence, donc effectivement c'est une bonne idée. Donc voilà, donc c'est dit, bah voilà, quand cette longueur-là est égale à celle-là, eh bien voilà, quand mon bâton est la longueur de l'ombre du bâton est égale à le bâton, eh ben, cette longueur-là est égale à celle-là. Ok. Et donc voilà, donc le problème c'est que ben, quand mon bâton il fait la même taille, des fois l'ombre elle peut être comme ça. Là. Et je sais que donc la longueur de la pyramide c'est la longueur de ce trait rouge là. Mais comment je mesure cette longueur là? Je suis bien embêté, je ne peux pas faire un trou dans la pyramide pour mesurer cette longueur. Donc ça sert à rien? Alors non, ça ne sert pas à rien, parce qu'il arrive de temps en temps, 2 fois par an, que pile au moment où l'ombre est bien alignée avec les côtés de la pyramide, enfin ça ne veut rien dire ce que je veux dire, mais vous avez compris, quand ça fait un triangle isocèle, là, hein, quand le sommet arrive bien au milieu, ça arrive tous les jours, hein, l'ombre elle tourne au fur et à mesure de la journée. Donc tous les jours, il y a un moment où ce point-là, il est en face. Mais ce n'était pas au même moment que l'ombre du bâton était égale à la même longueur. Okay, mais donc, il a attendu, parce qu'il était patient, hein, Thalès, il a compté les jours pendant plusieurs années, ben là pareil, il a attendu plusieurs mois, et puis après il a attendu, alors c'est arrivé en début décembre et donc fin janvier, hein, donc après il a attendu 2-3 mois pour faire un deuxième essai, mais que l'ombre du bâton soit égale à la longueur du bâton, pile quand l'ombre était bien alignée. Parce que cette longueur-là, ce petit bout qui est à l'intérieur de la pyramide, je peux le calculer, c'est la moitié de la longueur de la base, donc ça je peux le connaître, donc je mesure ça, et je trouve la hauteur de la pyramide. Je crois que, je n'ai plus le nombre en tête, mais je crois qu'il a né un truc du genre 72 Thalès. Il avait mesuré en hauteur de lui. Hein, voilà. Il avait mesuré combien de fois lui ça faisait, et puis du coup il avait trouvé la hauteur de la pyramide. Il n'y avait pas encore de mètres et d'unités standard à cette époque. Hein. Et voilà, il avait une relativement bonne estimation à quelques pourcents près de la hauteur de la pyramide. Donc c'était bien. Hein. Mais ce n'était pas très pratique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait pas inventé le théorème qui porte son nom. Le théorème qui porte son nom, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, on peut mesurer n'importe quel jour la taille de l'ombre quand elle est pile en face. Dire bah oui mais d'accord mais elle n'est pas à la bonne taille. C'est pas la même. La longueur qui est là va pas être égale à la hauteur de la pyramide. Ouais mais on s'en bat les steaks. Pourquoi? Parce qu'en fait il dit voilà on mesure à un moment quand c'est pile aligné là, ok. Et ben je sais pas voilà cette longueur là n'est pas égale à la hauteur de la pyramide, certes. Mais le rapport entre les deux, c'est-à-dire que si là c'est 2 fois plus long que la pyramide, et ben là ça veut dire que l'ombre de mon bâton sera aussi 2 fois plus long que mon bâton. Donc, autrement dit, hein, il y a un rapport de proportionnalité entre les longueurs ici de l'ombre et du bâton et les longueurs de l'ombre et de la pyramide.
Si l'ombre est 2 fois plus grande pour le bâton, elle est aussi 2 fois plus grande pour la pyramide. Si l'ombre est 3 fois plus grande pour le bâton, elle est aussi 3 fois plus grande pour la pyramide. Et donc juste en faisant un petit calcul, n'importe quel jour, je prends le moment où ça c'est pile aligné, je mesure la longueur de l'ombre du bâton, je fais une petite division par la longueur du bâton et je trouve la longueur de la pyramide. Donc le théorème de Thalès, c'est exactement ça. Il dit que si on prend deux triangles semblables, alors que c'est que des triangles semblables, j'en ai dessiné plein, c'est des triangles qui ont les trois mêmes angles, d'accord? Voilà, c'est des triangles qui n'ont pas les mêmes dimensions, mais tous les angles, c'est les trois mêmes. Ok, bon là j'ai fait un angle droit, mais c'est pas du tout obligé. Hein. Je veux dire, voilà, tous mes triangles là, ils ont les trois angles égaux. Pas les mêmes mesures, mais les trois angles égaux. Vous voyez, ça, je pourrais tous les emboîter les uns dans les autres, vous voyez. Eh bien, voilà, on appelle ça des triangles semblables. Deux triangles qui sont semblables, bah, ils se ressemblent vachement. Il y en a un, c'est un agrandissement de l'autre, vous voyez, ils ont les mêmes angles. Genre, voilà, je sais pas, 30, 40, 70 et 110. Voilà, bon, bah, ok, deux triangles, 30, 40, 110, ils se ressemblent beaucoup, on dit qu'ils sont semblables. Ok. Et donc, le théorème de Thalès, il dit simplement, bah, si on prend des triangles qui sont semblables, les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Si le côté rouge là, il est deux fois plus grand que le côté rouge là, alors le côté vert est aussi deux fois plus grand que le côté vert, et le côté bleu est aussi deux fois plus grand que le côté bleu. Ok? Voilà, ce qui doit sembler relativement intuitif. Alors que le théorème de Thalès, tel qu'on va voir l'énoncé, d'habitude les gens disent oh là 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 là. Mais en fait, c'est ça. C'est si deux triangles, ils ont les mêmes angles, ils sont semblables, les côtés, ils sont proportionnels. J'illustre ça avec un exemple. J'ai toujours pris un triangle rectangle, mais ça marche même si le triangle n'est pas rectangle. Hein. Donc on prend un triangle par exemple de ses mesures 6, 10 et 8. Et par exemple, si je divise tout par 2, 3, 4, 5, les angles sont les mêmes. Vous voyez, c'est deux triangles semblables. Mais pareil, je pourrais tout multiplier par 2, hein, 12, 20, 16. C'est ça que ça veut dire, hein, que les côtés sont proportionnels. Ça veut dire que si on en multiplie un par quelque chose, par exemple, après, tiens, je pourrais faire 6 plus 3, 9, et du coup, ça fait 10 plus 5, 15, et là, c'est 8 plus 4, 12. Un proportionnel, ça veut dire qu'imaginez que c'est comme si vous avez une recette. Hein. Une recette, il faut mettre, moi, je sais pas, 10 morceaux de sucre, 6 œufs et 8 cuillères de farine. Et vous voulez en mettre, vous voulez en mettre le double, il faut mettre 12, 20 et 16 cuillères de farine. D'accord? Vous dites, ah non, je veux faire 50% de plus, du coup, faites 50% de plus pour tous, et voilà, vous obtenez vos... Hein, c'est ça que c'est-à-dire proportionnel. Hein. Okay, c'est que quand une opération, vous multipliez un nombre par une grandeur, tous les autres, vous multipliez par la même grandeur. Et donc, Thalès, c'est juste ça. Il dit, voilà, deux triangles qui ont les mêmes angles, ils ont leur côté proportionnel. Même recette. Ok? Voilà, j'en ai même pris un autre. Tiens, j'ai divisé tout cela par 2. La moitié de 9, c'est 4,5. La moitié de 12, c'est 6. Et la moitié de 15, c'est 7,5. Voilà, de nouveau, tout ça, c'est des triangles semblables. Ok? J'espère que voilà, vous comprenez la notion, parce que maintenant, le théorème va devenir, normalement, évident. J'espère, c'était ça le but. Hein. Donc, le théorème classique, il dit, on prend un triangle ABC. Et puis, on prend une droite parallèle à un côté. Donc, une droite D qui est parallèle à BC. Ok? Puis, j'appelle M et N les points d'intersection. Alors, j'ai mis des petites couleurs pour qu'on voit bien mon triangle ABC. Son petit côté vert, son petit côté rouge, son petit côté bleu. Et là, attention, regardez bien. Je vais chercher un triangle semblable. Regardez. Hop, il arrive. Pouf, vous avez vu là? Le petit triangle AMN, il est semblable au triangle ABC. Pourquoi? Parce que l'angle là, c'est le même. C'est le même au sens propre. L'angle ici, il est pareil que l'angle qui est ici. Ce sont deux angles correspondants, si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la première vidéo. L'angle qui est ici, c'est le même que l'angle qui est ici, hein, puisque les deux droites sont parallèles, donc les angles correspondants sont égaux. Okay. Donc ce petit triangle-là et celui-là, tiens, je reviens en arrière pour être sûr qu'on a bien vu le petit triangle arriver. Allez, hop, le petit et le grand, ils sont semblables. Donc cette figure, on voyait un triangle coupé, en fait, il faut voir deux triangles, le petit et le grand. Et du coup, ils sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Ça veut dire que le rapport entre le côté du petit et le côté du grand, les deux verts, AM divisé par AB, c'est pareil que les deux côtés rouges, AN divisé par AC, et c'est pareil que le rapport des deux côtés bleus, MN divisé par BC. Voilà, et ça, c'est des égalités, généralement, la première fois qu'on les voit, on se dit « Oh là 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 ». En fait, c'est juste dire que les côtés des deux triangles, là, sont proportionnels. Je pense que c'est beaucoup plus simple quand on voit deux triangles que quand on voit un seul triangle coupé. Ok, voilà, c'est ça le théorème de Thalès. On prend une droite parallèle à un côté qui coupe en M et N, alors on a les rapports AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Ok? Alors on va me dire, attention, parce que vous pouvez mélanger, parce que ça veut dire, oui, alors, du coup, est-ce que NA sur NC, c'est égal à MA sur MB? La réponse est oui.
Mais attention, pour avoir le troisième, il faut vraiment les prendre en partant de A tous, pour avoir la troisième égalité, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on le met comme ça. Hein. Ok. Eh bien, application, à l'exercice, hop, vous mettez sur pause, vous cherchez. Donc voilà, on prend ABCD, c'est un rectangle, donc 4 angles droits, tout ça. Voilà, je prends I, le milieu de AB, J, le milieu de DC. Et donc je trace la droite AJ, la droite IC et la droite BD. Et les points d'intersection de AJ et BD, je l'appelle N. Le point d'intersection de CI et BD, je l'appelle M. Voilà, c'est ça ce que dit l'énoncé, hein, je vais résumer. Tout est sur la figure. Et montrer que AICJ est un parallélogramme. Vous voyez, AICJ, montrer que c'est un parallélogramme. Ça a l'air vrai sur la figure, mais ce n'est pas une preuve. Et ensuite, montrer que les points M et N, ils partagent le segment BD en 3 segments de même longueur. Allez, c'est super important que vous le fassiez, hein, donc vous prenez le temps qu'il faut. Hop là, le temps s'est écoulé, je vais vous faire la correction. Alors, donc, la première chose, prouvons que AICJ est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce que je peux regarder? Donc, vous savez, il y a 5 méthodes pour trouver qu'un truc est un parallélogramme. Soit les côtés opposés sont parallèles. Alors, ok, AI est parallèle à CJ parce qu'au début, j'ai un rectangle. Mais je ne sais pas que AJ est parallèle à CI. Ça se voit, mais je ne sais pas comment le prouver. Donc, c'est pas ça. Les diagonales se coupent en leur milieu. Alors là, c'est peut-être je pourrais y arriver en expliquant que le milieu de ça doit être quelque part le milieu du rectangle, que ça doit être le milieu de ces trucs-là. Ok, peut-être je pourrais faire comme ça. Mais il y a plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les côtés opposés sont de même longueur. Bon, je pourrais peut-être essayer d'expliquer que ça, c'est la même longueur que ça en utilisant le théorème de Pythagore et je pourrais sans doute m'en sortir. Mais le plus simple, parce que c'est carrément évident, c'est qu'il y ait deux côtés opposés qui soient à la fois parallèles et de même longueur. Et là, c'est vraiment évident parce que AI et JC, ils sont de même longueur, il faut la moitié du côté du rectangle. Et ils sont parallèles parce que c'est deux côtés opposés du rectangle. Oui, donc il y a sans doute, on peut sans doute faire d'autres façons, mais le plus simple, c'est de dire qu'il y a deux côtés opposés qui sont à la fois parallèles et de même longueur. Donc c'est réglé, hop, comme AI c'est égal à JC, c'est égal à 1/2 de AB, et que AI et JC sont parallèles, et bien du coup le parallélogramme AI-JC, il a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, donc c'est un parallélogramme. Ok? Très bien. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, c'était démontrer que donc M et N partagent en 3 côtés, en 3 segments égaux. Alors pour ça, c'est pas évident, hein. Je veux dire, là je comprends que vous avez galéré un petit peu. En fait, on va se placer dans le triangle DMC. Okay, vous pouvez avoir fait d'abord BNA, c'est pareil, hein, enfin, c'est au choix. Mais moi je vais faire, donc je vais mettre dans le triangle DMC, parce que vous voyez, je sais maintenant, l'avantage d'avoir démontré que c'était un parallélogramme, c'est que je sais que mes côtés opposés sont parallèles maintenant. Donc je sais que AJ et JC sont parallèles. Donc dans le triangle DMC, je sais que la droite JN, là, c'est une droite parallèle à ce côté-là. Et donc je peux utiliser mon super théorème de Thalès. D'accord? Grâce à ce que je viens de démontrer. Comme cette droite est parallèle à celle-là, eh bien je sais que les rapports DJ sur DC est égal à dN, c'est un petit morceau que je veux regarder, hein, sur dm. Et c'est égal à 1/2, puisque dj sur dc, dj c'est la moitié de dc. Hein. Donc dj sur dc c'est 1/2, donc dn sur dm c'est 1/2. Autrement dit, dn c'est la moitié de dm. Donc dn c'est égal à nm. Ok? Donc celui-là, ce morceau-là est égal à celui-là. Donc ensuite, par symétrie centrale, par exemple, en retournant le triangle, celui-là est égal à celui-là. Donc les trois sont égaux. Sinon, vous dites, bon, par le même raisonnement dans le triangle là, hein, BAN, comme ça c'est parallèle à ça, et ben du coup BJ sur BA c'est égal à BM sur BN, et donc c'est de la moitié aussi. Voilà. Bon, vous dites c'est le même raisonnement, vous n'êtes pas obligé de le faire deux fois. Hein. Mais comme ça, on trouve, voilà, donc cette longueur-là est égale à celle-là, est égale à celle-là, donc finalement on a bien coupé la diagonale en 3 parties égales. Ok, félicitations à vous si vous avez trouvé, et félicitations à vous si vous n'avez pas trouvé, mais vous avez cherché. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ok, alors une variante du théorème de Thalès, c'est que mes deux triangles ne sont pas forcément emboîtés. Donc si j'ai une configuration comme ça, vous voyez une droite rouge, une droite rouge et une droite verte qui sont séquentes, okay, et deux autres droites qui coupent mes droites séquentes, et bien si mes deux droites là elles sont parallèles, si MN est parallèle à BC, alors tous les angles sont égaux. Alors ces deux angles là ils sont égaux parce qu'ils sont opposés par le sommet. Okay, et puis celui-là et celui-là ils sont égaux parce qu'ils sont alternes internes, et celui-là ils sont aussi égaux parce qu'ils sont alternes internes. Ça, quand les droites sont parallèles, les angles alternes internes sont égaux. Première vidéo. Donc, mes deux triangles, ils ont les mêmes angles. Donc, leurs côtés sont proportionnels.
Alors attention à les prendre dans le bon sens, ça c'est bien les côtés de même couleur. Là sur le dessin, j'ai mis les couleurs, ça se voit bien, mais dans votre figure, dans votre énoncé, il n'y aura pas les couleurs. Donc il faut bien faire attention, parce que c'est cet angle-là qui est égal à celui-là. Hein. Et cet angle-là qui est égal à celui-là. Ok. Donc il faut bien prendre les bons côtés qui se correspondent. À la rigueur, mettez de la couleur sur votre énoncé, c'est pour ne pas vous gourer. Hein. Vous voyez, c'est bien donc AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Hein. Ok. Voilà, il ne faut juste pas se gourer en prenant la division. Il faut prendre le côté vert divisé par le côté vert, le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu. Ok. Ok, très bien. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est le théorème de Thalès. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est un autre nom. Le théorème de Thalès, dans ce cas-là, ça marche aussi bien. Voilà, voilà. Alors la réciproque maintenant. Hein, on a vu le théorème de Pythagore, réciproque du théorème de Pythagore. Est-ce que ça marche aussi pour Thalès? Alors la réponse est oui. Donc si je prends un triangle quelconque, je prends un point sur AB et un point sur AC, a priori n'importe comment. Si je sais que le rapport des longueurs AM sur AB est égal au rapport des longueurs AN sur AC, alors automatiquement MN est parallèle à BC. D'accord? Et du coup, j'ai la troisième égalité, que MN est égal, que MN sur BC est égal à ce rapport. Et donc, si je connais la longueur MN, je peux trouver la longueur BC, ou plus généralement, si je connais déjà la longueur BC, je peux trouver la longueur MN. Ok, voilà, ça peut servir. Donc, dans l'autre sens, hein, si on a l'égalité des choses, ok, alors on peut en déduire qu'elles sont parallèles et avoir la troisième égalité. Ça va? Alors, un cas particulier qui arrive souvent, donc je réinsiste un petit peu, c'est un cas particulier, c'est quand on est au milieu. Si je prends I, le milieu de AB, donc AI sur AB, ça fait 1,5. Okay, et D, donc une droite qui est parallèle à BC. D'après le théorème de Thalès, le rapport là, si j'appelle J le point d'intersection de cette droite passant par AC, bah, le rapport AJ sur AC, c'est aussi 1,5. Donc J est aussi le milieu de AC. Oui. Donc hein, si je prends une droite parallèle à BC passant par le milieu d'un côté, elle coupe le troisième côté en son milieu. Et en plus, la longueur EJ, c'est la moitié de la longueur BC. C'est le théorème de Thalès qu'on vient de voir. Hein. Mais juste dans le cas particulier où le rapport il vaut 1,5. D'accord? Dans un triangle rectangle, si une droite coupe un côté en son milieu et est parallèle au troisième côté, à un autre côté plutôt, elle coupe le troisième en son milieu aussi. Ok? Très bien. Et bien, le théorème des milieux, ce qu'on appelle le théorème des milieux, c'est la réciproque de Thalès dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si je prends, dans un triangle ABC, la droite qui passe par le milieu de deux côtés, d'accord? Donc, ben, forcément, les rapports AI sur AB est égal à 1,5 est égal au rapport AJ sur AC qui est égal à 1,5. Donc, je peux utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Si elle passe par les milieux, alors elle est parallèle au troisième côté. D'accord? Donc, dans un triangle ABC, hein, si une droite passe par le milieu de AB et le milieu de AC, alors la droite qui passe par ces deux points est parallèle à BC, et en plus la longueur BC c'est le double de la longueur du segment, ok? Voilà. Ou la longueur MN c'est la moitié du segment BC, comme vous voulez. Donc la droite des milieux, on appelle ça souvent, vous voyez, on a un triangle, on a deux milieux, la droite des milieux, la droite qui passe par deux milieux d'un côté, ok, bah, elle est parallèle au troisième côté, et la longueur de segment c'est la moitié de la longueur du troisième côté. Théorème des milieux. Pareil, vous pouvez le dire comme ça. Soit vous dites réciproque de Thalès, soit vous dites théorème des milieux. Tout me va. C'est mieux d'apprendre qu'un seul nom, ouais. Bon, si vous voulez. Mais comme ça arrive souvent dans ce cas-là, j'insiste parce que c'est souvent ce cas-là en fait qui arrive. Hein. Comme l'exercice d'avant, vous avez vu, c'était le milieu en fait. Hein, dans le, hein. Bref. Ok. Allez, un autre petit exercice. Toujours pareil, il y a encore des milieux. Ben, je prends un quadrilatère quelconque, ABCD, aucune propriété, et je prends les milieux des quatre côtés. M, N, P, Q. M, c'est le milieu de AB, N, c'est le milieu de BC, P, c'est le milieu de CD, et Q, c'est le milieu de AD. Ce que j'obtiens, là, le quadrilatère que j'obtiens, s'appelle le parallélogramme de Varignon. Mais pourquoi il s'appelle parallélogramme de Varignon? Parce que c'est toujours un parallélogramme, et justement, c'est ce qu'il faut que vous prouviez. Je prends au début 4 points qui forment un quadrilatère convexe. On ne prend pas un truc croisé tout pourri. Ça marcherait aussi, mais c'est trop compliqué. Enfin, c'est tout pourri. Vous prenez un quadrilatère normal, voilà, convexe. Ok, vous montrez 4 points n'importe comment, un quadrilatère convexe n'importe comment. Prenez les milieux des 4 côtés, vous obtenez un parallélogramme. Incroyable, non? Il faut le prouver maintenant. Il faut faire preuve d'imagination. Hein. C'est pas gagné comme ça. Hein. C'est tout con une fois qu'on a trouvé l'idée. C'est-à-dire que, en fait, honnêtement, si je rajoutais 2-3 trucs au dessin, ça deviendrait tout bête. Mais ils n'y sont pas. Donc à vous d'imaginer qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que ça devienne tout bête. Quoi. Vous voyez, pour faire du Thalès, des trucs comme ça. Bon, je donne des indications là. Mais bon, bref.
Donc voilà, montrer que c'est toujours un parallélogramme. Et puis, est-ce que ça peut être un losange? Est-ce que ça peut être un rectangle? Et c'est oui, ou même un carré. Et c'est oui, dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut imposer sur le quadrilatère du début? Parce que par exemple, si au début j'avais un carré, ça doit se voir que les milieux des 4, ça fait un carré. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'obtenir un carré que ça? Ok? Voilà, essayez de comprendre à quelles conditions on obtient un rectangle, un losange et un carré. Voilà, bonne chance. C'est pas simple. C'est pas super dur non plus, hein. Sinon je ne vous le poserai pas, je ne suis pas sadique, je ne suis pas un truc qui est introuvable. Hein. Mais il va falloir que vous réfléchissiez un petit peu, quoi. Voilà. Ok? Très bien. Allez, vous avez mis sur pause pendant 20 minutes là? Un quart d'heure? Une heure? Super, une heure, bravo, vous êtes motivé. Ok, allez, on y va. Donc, alors je commence par, voilà, je vais montrer que MNPQ est un parallélogramme. Donc j'ai pris mon quadrilatère, j'ai mis juste de côté M et N. Et l'idée, c'est de rajouter la diagonale AC, là. Voilà, qui n'était pas sur le dessin. Et de regarder ce qui se passe dans le triangle BAC. Parce que dans le triangle BAC, ben, ça c'est la droite des milieux du triangle. M c'est le milieu de AB, N c'est le milieu de BC. Et donc d'après hein, le théorème du milieu que j'ai vu, eh ben, MN est parallèle à AC. Okay, et la longueur de MN, ben, c'est la moitié de la longueur de AC. Ok? Mais voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Hein. MN est parallèle à AC. J'ai mis la réciproque du théorème de Thalès. Vous pouvez dire le théorème des milieux, c'est comme vous voulez. Bref. Maintenant, si je fais la même chose là, regardez, je prends dans le triangle DAC en dessous. PQ, c'est la droite qui passe par les milieux de AD et de DC. Donc PQ, il est aussi parallèle à AC. Et PQ, c'est aussi égal comme longueur à la moitié de celle-là. Fantastique. Donc, MNPQ, là, regardez mon quadrilatère, il a deux côtés opposés qui sont parallèles, tous les deux parallèles à AC. Donc, deux droites parallèles et même troisième sont parallèles entre eux. Hein. Donc, ces deux côtés-là sont parallèles. Et ils sont de même longueur. Deux côtés opposés parallèles de même longueur, bam, c'est un parallélogramme. Toc, ok. Alors attendez, donc voilà, ça c'est bon. Question d'après, ok. Donc voilà, donc c'est toujours un parallélogramme, c'est tout con. Hein. Il fallait penser à tracer ça. Alors si vous ne voyez pas l'histoire des longueurs, vous pouvez dire tiens, je prends une diagonale d'après Thalès, ça c'est parallèle à ça et ça c'est parallèle à ça, donc les deux sont parallèles. Et en prenant l'autre diagonale, hein, je peux montrer que lui, le bleu, il est parallèle à lui. Pareil, les deux bleus sont parallèles aussi, donc les côtés opposés sont parallèles, ça me va aussi bien. Vous n'étiez pas obligé de parler de longueur. Hein, vous pouvez dire, voilà, ces deux-là sont parallèles, ces deux-là sont parallèles, donc c'est un parallélogramme. C'est une preuve alternative qui est aussi bien pour ça. Bon, alors maintenant, est-ce que ça peut faire un losange, un carré, tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour que ça fasse un losange, rappelez-vous, une fois qu'on sait que c'est un parallélogramme, une des méthodes pour voir que ça fait un losange, c'est que ces diagonales sont perpendiculaires. Mais alors là, les diagonales de MNPQ, j'en sais de rien, comme ils disent dans mon patelin. Ok, donc je ne vais pas m'en occuper. Donc une autre technique pour montrer qu'un truc est un losange avec les côtés, c'est qu'il y a deux côtés qui suivent qui sont de même longueur. Okay, donc à quelles conditions est-ce que MQ et MN ils sont de même longueur? Alors là, il faut que j'utilise le coup des longueurs, hein, sinon je suis embêté. Je sais que MN, sa longueur, c'est la moitié de la longueur de AC. Et que MQ, sa longueur, c'est la moitié de la longueur de BD. Donc pour qu'ils soient égaux, ces deux longueurs soient égales, il faut que les deux diagonales soient égales. Hein, si AC est égal à BD, du coup la moitié c'est égal. D'accord? Et puis c'est équivalent. Hein. Pour que les deux côtés soient égaux, comme ils sont tous les deux égaux à moitié d'un truc, il faut que les deux trucs du DV soient égaux. Donc c'est équivalent à dire qu'il faut que la longueur AC soit égale à la longueur BD. Et voilà. Prenez un quadrilatère où les deux diagonales sont de même longueur. Boum, vous obtiendrez toujours un losange. Ok? Alors là, j'ai fait une faute de frappe, pardon. J'ai fait un copier-coller, j'aurais dû remettre. MNPQ est un rectangle. Si et seulement si ABCD a ses diagonales de même longueur. Ok, si aussi MNPQ a ses diagonales de... Non, qu'est-ce que je raconte là? Ah non, c'est ça, c'est la conclusion de ça. Non, stop, c'est après. Voilà. J'ai juste répété ça, d'accord? Il faut que la longueur de AC et de BD soit la même. Et donc, MNPQ est bien un losange si AC égale BD, donc si ABCD au début il a ses diagonales de même longueur. Voilà, je ne me suis pas trompé, c'est ouf, tout va bien, j'ai eu peur seulement. Ok. Donc voilà, comme je suis en fin de vidéo, je ne vais pas tout refaire. Hein. Donc voilà, ok, ouf, bon, très bien. Donc ça va. Maintenant, à quelles conditions? MNPQ est un rectangle. Et donc pour qu'il soit un rectangle, il faudrait que ses diagonales soient de même longueur, mais on ne connaît rien sur ces diagonales toujours. Par contre, avec deux côtés, il suffit que deux côtés qui suivent soient perpendiculaires. Quand on sait déjà qu'on a un parallélogramme, hein, vidéo précédente, il suffit d'avoir un angle droit pour obtenir un rectangle. Ok? Et alors donc à quelles conditions MN et NP sont perpendiculaires, vu que MN il est parallèle à AC et que NP il est parallèle à BD, ça arrive quand AC et BD ils sont perpendiculaires. Autrement dit,
ça arrive lorsque, donc ce que je viens de dire, AC et BD sont perpendiculaires, donc MNPQ est un rectangle, c'est seulement si ABCD, il a ces diagonales qui sont perpendiculaires. Hein, vous prenez deux segments perpendiculaires, vous tracez, clac, 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 le parallélogramme que vous obtenez, eh ben, son parallélogramme de Varignon sera automatiquement un rectangle. Ok? Et donc avec les conditions, ça fait un carré. Et ben, du coup, un carré, c'est un parallélogramme qui a les diagonales perpendiculaires et de même longueur. D'accord? Donc, pour que MNPQ soit un carré, il faut qu'il y ait les deux conditions, il faut que ce soit un losange et un rectangle. Et donc, il faut que ABCD vérifie les deux conditions précédentes. Donc, diagonale perpendiculaire et de même longueur. Diagonale perpendiculaire pour avoir un rectangle, diagonale de même longueur pour avoir un losange, et donc les deux à la fois pour avoir un carré. Donc voilà, je vais faire un exemple avec deux diagonales de même longueur, hein, voilà, qui ne se coupent pas du tout au milieu, ni même dans les mêmes proportions, donc un truc, voilà, il n'y a pas de côté parallèle, il n'y a rien. Vous voyez, c'est ça, c'est étonnant, hein, a priori, à part qu'il voilà, il a ces deux diagonales qui sont de même longueur et perpendiculaires. Et bien regardez, quand je prends les quatre milieux, bam, j'obtiens un carré. Voilà, toujours, ok. C'est beau, hein, les maths, on avait pu deviner ça, juste avec les propriétés, quoi. Ça allait marcher. Enfin bref, voilà, sur ce beau dessin, ce résultat fantastique du parallélogramme de Varignon, nous allons enchaîner sur une nouvelle règle. Allez, alors c'est une autre règle très rigolote, c'est la dernière, on a quasiment fini, rassurez-vous, qui dit que quand je prends une figure et que je multiplie toutes ses dimensions par 2, par 3, par 4, ou que je prends un solide, je multiplie ces dimensions par 2, par 3, par 4, ou par n'importe quel nombre, je veux dire, c'est des exemples tout ça, hein. Alors je peux savoir par combien est multipliée sa surface. Ok? Et ça arrive souvent qu'on dit, bah, tiens, si toutes les dimensions sont multipliées par 2, on pense que la surface est multipliée par 2. Que nenni. Vous voyez bien que ça, c'est plus grand que 2 fois ça, normalement. Alors si vous ne le voyez pas, bah, c'est pas grave, j'ai fait un petit copier-coller, vous voyez. Le petit triangle, là, vous voyez que je peux en mettre 4 pour recouvrir ça. Hein. Et qu'il en faut 9 pour recouvrir ça. Hein. Et il en faut 16, hein, je spoil un petit peu pour recouvrir ça. Hein. Ok? Vous voyez, il y en a 4 comme ça, en fait. Hein, donc, 4 x 4, 16. Ok? Donc, voilà. Alors maintenant, pour les volumes, comment ça se passe? Bah, si je prends un carré, vous voyez, de côté 1, imaginez c'est un cube de côté 2, bah, du coup, je peux mettre 2 carrés comme ça en longueur, en hauteur et en large, enfin en profondeur, quoi. Ok? Donc finalement, ça en fait 4 devant, 4 derrière, ça en fait 8. Là, ça va faire un Rubik's Cube, vous voyez, si je prends 3 par 3 par 3, ça me fait donc 27 petits cubes. 3 au cube, d'où le nom cube d'ailleurs. Hein. Au lieu de dire puissance 3, on dit cube bah, à cause de ça. Hein. Et puis là, bah, vous avez deviné, ça fait 4 x 4 x 4, ça fait 4 au cube, ça fait 64 petits cubes. Et donc la règle k au carré, k au cube, elle dit que si on prend les dimensions d'une figure, alors j'ai mis plane, mais pas forcément plane, hein, on prend d'une figure plane ou d'un solide dans l'espace, on multiplie toutes ces dimensions par un nombre k. Alors k, ce n'est pas forcément un entier, hein, ça peut être racine de 2, ça peut être pi, ça peut être ce que vous voulez, 3 demi, 27,4. On multiplie toutes les dimensions par un certain nombre. Okay. Alors la surface est multipliée par ce nombre au carré. On peut s'en rappeler, parce que la surface c'est en centimètres carrés, vous voyez, et son volume par k au cube. Ok? Et bien ça, figurez-vous que dans la vie, moi, ça me sert beaucoup. Parce que typiquement, dans une enseigne, je ne vais pas nommer pour faire de la pub gratuite, près de chez moi, il y avait deux sortes d'avocats. Il y avait des avocats petits, taille normale, à genre 2 € l'avocat, et des avocats du Brésil qui sont à peu près de dimension double, à 6 € l'avocat. Vous voyez? Et les gens se disent, ah non, ceux-là, ouais, okay, ils sont 2 fois plus gros, mais ils sont 3 fois plus chers, donc je ne les prends pas. Alors non, si vous réfléchissez, si vous connaissez ça, c'est que si les dimensions de l'avocat sont le double, son volume est x 8. Il y a 8 fois plus à manger dans l'avocat qui est 2 fois plus gros que dans le petit. Et donc s'il ne vaut que 3 fois plus cher, c'est une excellente affaire. Même s'il valait 4 fois plus cher, ce serait une bonne affaire. Vous voyez? Donc ça peut servir dans la vie. Ok? Bref. Donc voilà. Donc voilà la règle, hein, ok. Pour voir si vous avez bien compris, je vous donne une petite illustration avec une figure un petit peu bizarre. Voilà, donc là vous avez un grand disque dans lequel j'ai mis des petits disques, donc, dont voilà, le rayon de celui-là, hein, le diamètre du rouge c'est égal au rayon du bleu, hein, d'accord? Donc c'est la moitié, hein, le rayon du rouge et la moitié du rayon du bleu. Et la question c'est, dans ce qui reste là, est-ce qu'il reste plus de bleu que du rouge? Vous voyez? La surface qui reste couverte en bleu, parce qu'il y en a qui me disent, bah non, il y a plus de bleu, parce que tout le bleu, c'était tout le grand disque. Non, le bleu qui reste là, est-ce qu'il est plus grand, plus petit que le rouge? Allez, vous mettez sur pause, vous réfléchissez. Hop, voilà, hop, on va dire que c'est fait. Allez, bref. Et voilà la solution. Bon, en fait, il y a autant de rouge que de bleu là. Ah bon? Ah non, moi j'aurais dit qu'il y en avait plus, il y en avait moins. Ouais, il y en a autant. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, comme je vous l'ai dit, ce disque rouge là,
Ces dimensions, c'est la moitié des dimensions du disque bleu, hein, parce que la dimension d'un cercle, bah, c'est son rayon. C'est le rayon, c'est la moitié, bah, le périmètre, c'est la moitié, enfin toutes les dimensions, c'est la moitié, il n'y en a qu'une, hein, c'est le rayon, quoi. Donc, ce rouge-là, ces dimensions étant la moitié du bleu, ou le bleu étant le double du rouge, la surface du disque bleu complet, c'est 4 fois celle du rouge. 2 au carré. Dimension double, surface fois 4. Donc, ça veut dire que le disque bleu complet contient 4 disques rouges comme ça. Donc, si j'en prends 2, c'est la moitié. Donc voilà, ça fait bien la moitié du gros disque bleu. Donc ce qui reste là, c'est bien égal à ça. Même si pour le coup, visuellement, c'est dur à voir. Hein. Ça ne saute pas aux yeux hein, que c'est la même quantité de peinture qu'il faut pour faire la partie bleue que la partie rouge. Là. Et pourtant, c'est le cas. Voilà, partie des choses qui m'amusent et illustre encore les raisonnements un peu compliqués qu'on peut faire à partir d'une règle toute simple. Vous voyez, la règle K, K2, K3, eh ben, on peut trouver des images où il faut faire preuve d'imagination, il faut réussir à visualiser comment l'appliquer, etc. Ok ? Bon, vous démoralisez pas. Allez, gardez la forme. C'est à peu près fini pour le cours, même si on va reviser tout ça, puisque dans la vidéo prochaine, on va prendre des extraits de concours, des épreuves, des exercices qui sont vraiment tombés au concours de CRPE, et on va les corriger ensemble pour illustrer tous ces résultats qu'on a vus jusqu'à présent. Okay, donc bien évidemment, de nouveau, il faut les chercher avant. Donc vous cherchez sur Internet, je mettrai les liens en description là vers les sujets. Et voilà, et puis vous les faites, les parties géométrie, vous les faites avant. Mais de toute façon, je les rappellerai dans la vidéo d'après. Enfin bref. Bref, amusez-vous bien. Merci d'être là. Et puis, fais des bisous et à bientôt. Allez, petite scène post-crédit comme d'habitude. Donc voilà, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me soutenir, voire de plus en plus nombreux à me soutenir. Même si dans le lot, il y en a quelques-uns qui ont arrêté, il y en a d'autres qui sont arrivés pour remplacer. Donc voilà, ça fait toujours super plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme anecdote là? Donc on est en mars 2025 là, voilà. Et donc voilà, j'ai repris mes cours aux professeurs des écoles. En fait, ça c'est un cours que je faisais il y a 15 ans parce que j'étais recruté à l'UFM à la base. Hein, d'accord, donc avant l'INSPE, avant tout ça, avant les ESPE, bref, ça s'appelait l'UFM, l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres. Et donc j'ai formé les futurs professeurs des écoles pendant une dizaine d'années hein, avant de commencer à enseigner en licence de maths. Et donc, je faisais des cours d'arithmétique, de géométrie, tout ça. Et là, j'ai repris un petit peu du poil de la bête. Là, j'ai décidé de m'y remettre un petit peu, parce que j'en avais marre. C'est bien de changer tout le temps, en fait. Moi, j'aime bien pas être routinier. Mais là, voilà, il se trouve qu'un concours de circonstances m'a fait reprendre des cours vers les futurs professeurs des écoles. Et donc, je leur ai fait une petite initiation à la géométrie, parce que je sais que c'est dur pour ceux qui n'ont pas fait de maths depuis très longtemps. Et d'où ces vidéos qui sont faites pour eux, pour pouvoir réviser quand même essentiellement, mais que je mets à disposition du grand public, parce que pourquoi pas. Hein, je veux dire, voilà, je me suis pris la tête à faire un diapo que j'espère intéressant avec plein d'illustrations pour mes étudiants. Je me dis si ça peut servir à d'autres étudiants, eh ben, tant mieux. Quoi. Donc bref, donc voilà, j'espère que ça vous servira. Et donc la prochaine, bah, c'est des exercices, c'est les annales des concours hein, dans la partie géométrie. Et puis il n'est pas dit que je continue peut-être à faire des cours pour les professeurs des écoles et qu'un jour arrive la partie numérique pour les professeurs des écoles. C'est pas exclu que ça arrive un jour. Voilà, ça dépendra des cours que je donne, hein, parce que je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos encore, malheureusement, hein. Enfin, ou heureusement, parce que moi je suis quand même plus motivé par mes étudiants en présentiel que j'essaye d'aider, et donc voilà, faire des choses pour eux, et puis après je suis très content que ça serve au grand public, mais je ne suis pas un créateur de contenu juste pour le grand public, ouais, je suis quand même principalement là pour mes étudiants, même si des fois il y en a qui pensent le contraire, hein. Ils n'ont rien à foutre de ces cours, ils pensent que c'est vidéo, j'ai déjà entendu, hein. Enfin, ça m'a été rapporté, mais tant pis, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, de toute façon, c'est pas grave. Enfin bref, allez. En fait, félicitations à ceux qui sont encore là. Hein, franchement, ça, vous êtes des fans, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.